Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour la série des webinaires de la section psychiatrie légale de l'AFPBN. Et vous avez les deux patrons aujourd'hui, papa et maman. Donc Mathieu Lacan pour le papa, Nida Naban la maman de la section. Et nous sommes ravis de nous retrouver tous les deux autour d'un thème, les féminicides. Alors, vous avez écouté les félicite, j'étais l'oratrice, Mathieu, il avait géré, modéré. Là, on va inverser les rôles et Mathieu, tu vas nous parler d'un sujet très important avant d'aborder en mois d'octobre prochain les féminicides qui est un peu plus élargi que le féminicide. Alors, féminicide, tu nous donneras la définition. Je ne vais pas frôler, je ne vais pas déflorer ton sujet, mais je voudrais te dire quand même que être une femme, c'est pas une raison de mourir et le meurtre d'une femme, être une femme n'est pas une raison d'être condamnée à mort. Et donc, c'est un sujet qui nous touche au quotidien parce que tu vas nous rappeler les statistiques et surtout, tu vas nous décrire une psychopathologie très importante et le lien qui est complètement tordu, ce lien de domination et de lien qui lie ces femmes aux auteurs de l'acte féminicidaire. Donc, Mathieu, bonjour d'abord. Merci, bonjour Nida, merci. Juste un petit mot sur la FPBN, non? Qu'est-ce que c'est que la FPBN? Alors, l'AFPBN est l'association française de psychiatrie et de biologie et de neuropharmaco. L'AFPBN a de multiples sections, la section suicide, la section psychédélique, la section de STEP, de stimulation, de neuroimagerie, de sommeil, etc. Et donc, c'est une association hyper active. On est très différents et la maison mère nous gère tous et ça se passe super bien parce qu'on a chaque section organise un webinaire. Il y a l'addicto également, il y a d'autres sections et on organise des journées. Adhérez à la FPBN parce que si vous êtes adhérent à la FPBN, vous pourriez assister aux webinaires qui sont ouverts à tous, mais pas seulement, vous pouvez les revisionner en replay et vous pouvez aussi assister aux journées de la FPBN directement et sans payer. Et surtout, là, Mathieu est très bon et expert dans la matière. N'hésitez pas à lui poser des questions complètement tordues. J'adore lui faire du mal et j'adore le faire réfléchir. Et vous pouvez utiliser le chat pour s'y faire. Et donc, je lui poserai les questions au fil de l'eau. Donc, Mathieu, à toi, les féminicides, qu'est-ce que c'est? D'abord, oui, on ne nous présente plus la section, on la connaît, et avec Christophe Arbus, Carole Barré, Anne-Hélène Moncani, Manuel Orsa, Laillé, etc. Et donc, on est très actif au niveau de la psychiatrie légale au niveau de la France. Et là, on sort de l'audition publique sur les mineurs auteurs et donc un énorme travail qui a été fait et la section était largement représentée avec la Fédération des CRIAVS. On les remercie pour ce travail extraordinaire qui a été fait et on attend les résultats de l'audition publique et qu'on ne manquerait pas de vous communiquer lors d'un prochain webinaire. Donc, tu vas commencer par la définition. Qu'est-ce qu'un féminicide, Mathieu Lacombe? Alors, comme tu l'as évoqué en introduction, c'est l'idée du meurtre d'une femme. Alors après, on pourra discuter meurtre, assassinat, accident, homicide volontaire, etc. Mais le pire, c'est ce qui fonde le passage à l'acte dans cette destructivité, c'est le genre, le sexe de la victime, c'est-à-dire le sexe féminin. En sachant que le mot femme, c'est un mot aussi assez extraordinaire qui est très très ancien, il vient de l'indo-européen, qui renvoie à la notion de la capacité d'allaiter et de faire naître. Et donc, la femme, c'est celle qui peut donner la vie, à la fois autour de l'accouchement, mais aussi allaiter et donner ce qu'il faut au premier temps de l'existence d'un être vivant. Ce qui était rigolo aussi, intéressant dans les organisations humaines et sur le plan anthropologique, c'est qu'on avait distingué femme au sens du genre dans les espèces versus la femme au sens de l'épouse. Et c'est là où c'est un enjeu majeur dans notre société, c'est que cette fonction de conjoint d'épouse dans des sociétés patriarcales, elle va venir participer d'une forme de domination masculine et du coup d'un écrasement.
et de quelque chose de la violence qui se rejoue encore dans cette composante socioculturelle quasi anthropologique, dans des rapports de genre et de domination entre les personnes de sexe masculin et les personnes de sexe féminin. D'ailleurs, uxor, c'est l'épouse en latin, et l'uxoricide, c'est le meurtre de l'épouse. Donc, il y avait déjà une qualification spécifique dédiée. On ne tue pas une femme, on tue une épouse. Et dans certaines circonstances, c'était quasi ou autorisé, voire encouragé. L'Organisation mondiale de la santé a caractérisé, classifié les différents types de féminicides, avec le premier en termes de fréquence, qualifié de intime, mais c'est une mauvaise traduction de l'anglais, là, avec les inmates et les partenaires intimes. Lorsque le meurtrier, c'est le conjoint actuel ou l'ancien conjoint, c'est le crime conjugal. Et c'est vraiment en termes de fréquence qu'on retrouve en Europe. Et d'ailleurs, la législation a évolué pour ne plus désigner uniquement le conjoint actuel, mais c'est aussi l'ex-conjoint quand il vient comme ça adresser les violences. Les crimes d'honneur dans certaines organisations sociales, ethniques, communautaires, pour laver l'affront ou l'honneur, sa réputation, la réputation d'une famille, on va tuer, lapider. Le féminicide lié à la dot, alors surtout en Asie et en Inde, pour pouvoir justement s'assurer d'une grosse dot dans le cadre d'un mariage. Et puis ensuite, des féminicides non intimes, en dehors de toute relation spécifique, des meurtres de femmes par un ou plusieurs hommes. Alors, malheureusement, le plus souvent, c'est suite à des viols, à des crimes sordides, où on va supprimer la victime pour supprimer le témoin. Donc, que des choses sordides et horribles. Et à travers le monde, et j'allais dire l'humanité, la première victime d'homicide de manière générale, c'est la personne de sexe masculin, parce que les guerres, parce que plein de situations où c'est l'homme qui se met ou en danger ou s'entretue, et donc les hommes entre eux. Mais dans le cadre intime, ce sont les femmes qui meurent. Et c'est là où c'est particulier, parce que le cadre intime, il suffirait de changer un peu les organisations, les représentations et les structures au sens des systèmes pour que les femmes soient moins victimes de ces violences à la fois communes et systémiques. Et donc, vous Alors, voyez ici la répartition. Oui. oui, pardon, est-ce que tu as une idée du pourcentage par rapport aux hommes des meurtres féminins? Parce que, par exemple, Ouais. le crime, les auteurs, c'est 83% des hommes et le reste des femmes. Et donc, dans la victime, quel est le pourcentage? Ça m'intéresse. Alors, dans le monde, là, 45 000 victimes de féminicide par an, c'est une femme ou une petite fille toutes les heures qui meurt parce qu'elle est de sexe féminin, toutes les heures. Ensuite, la proportion relative de féminicide, on est 19% au monde entier. En France, les féminicides, c'est 12% de l'ensemble des homicides. Donc, en France, 12%, monde moyenne, 20%. L'UNDOC, là, c'est l'Organisation internationale des Nations unies contre la drogue et le crime, qui va décliner comme ça 11 types de féminicides. Et puis nous, on va s'arrêter principalement sur l'uxoricide, le meurtre ou l'assassinat dans le cas des violences conjugales, parce qu'en France, malheureusement, c'est le premier sur le plan épidémiologique féminicide. Et en France, une femme décède tous les 3 jours des suites des violences de son conjoint. Donc, C'est c'est énorme. 0,2. Arrêtez-moi, dites-moi. Ouais. Ouais, c'est énorme. Non, je dis que c'est Ah, mais juste incroyable. le drame, c'est qu'on a pris conscience de ces violences intimes, conjugales, familiales dans les années 80 et que depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, on a du mal en fait à corriger ce chiffre. On va voir que l'évolution est quand même lentement favorable. Les chiffres 2023, on a une statistique chaque année, on a un rapport des victimes de violences conjugales et de décès au sein du couple. Donc c'est sordide, hein, mais maintenant on a quand même une évolution depuis 2006 avec là 119 décès, le plus souvent des femmes, 96 femmes, quand même 23 hommes, et on voit aussi que tout doucement, la part relative des hommes augmente. Le plus souvent, et on va voir qu'il y a aussi sur le plan criminologique une polarisation du genre en fonction du moyen utilisé pour tuer. Et les auteurs sont 8 fois sur 10 de sexe masculin, les victimes sont 8 fois sur 10 de sexe féminin. Et donc, on est sur un modèle de féminicide un peu particulier avec toujours cette connotation culturelle dans ce rapport de domination de genre. Les évolutions du nombre de décès, de morts violentes au sein du couple depuis 2006, on était quand même au début des années 2000 autour de 180 avec des pics à plus de 200 victimes de violences conjugales. Et aujourd'hui, si on regarde la moyenne comme ça, la courbe descend tout doucement autour de 120 victimes. Mais c'est comme si on n'arrivait pas à descendre en dessous de 120. Et on va regarder les chiffres de 2025 avec attention. Il y a déjà eu 75 victimes sur les 6 premiers mois. 75 victimes de violences conjugales, de violences du conjoint avec des décès. Là, c'est sur les caractéristiques des victimes. Les femmes, on aurait pu penser que c'était des femmes plutôt jeunes,
mais plutôt 45 ans, dans 40%, presque une fois sur deux, elles ont déjà été victimes de violences. Et ce qui est horrible, c'est qu'elles ont déjà tenté de déposer plainte. Et donc, on va voir qu'il y a des situations de non-réponse finalement systémique, ce qui renvoie aussi à cette dimension genrée. De manière caricaturale, si on est une femme victime de violences conjugales, qu'on va déposer plainte auprès d'hommes, que c'est un système d'hommes qui reçoivent la plainte, eh bien, on a moins de chances statistiquement que ça aille au bout. En sachant que c'est seulement allez, 1 sur 10, un peu plus d'1 sur 10 maintenant qui dépose plainte. Et donc, du coup, ça va rarement au bout du fait justement de cette polarisation genrée de l'ensemble de nos organisations humaines et sociales. Seules 5 victimes bénéficiaient, et alors j'allais dire heureusement et malheureusement, d'un dispositif de protection, soit une ordonnance de protection avec éviction du conjoint, soit d'un contrôle judiciaire du conjoint violent. Mais ça n'a pas empêché, vous voyez, le conjoint violent, même en contrôle judiciaire, finalement, il va s'affranchir de la question de la loi, il va passer à l'acte, en référence aussi à des structures de personnalité particulières. 5 victimes, 5%, tu veux dire, Mathieu? Là, c'était les victimes en chiffre absolu, valeur absolue. Donc, sur les 119. Mais c'est plutôt, j'allais dire, rassurant d'avoir des tout petits échantillons, tout petits effectifs. C'est-à-dire que ça a été entendu, ça a été judiciarisé, et malgré tout, il y aura quand même un homicide. Donc, ça veut dire que la protection absolue, elle n'existe pas. Vous savez, ce discours qui consiste à dire éviction du conjoint violent, géolocalisation. Si le conjoint est parano, pervers, psychopathe, il va passer à l'acte. Et un bracelet électronique, quelque chose d'un contrôle judiciaire, ça ne l'empêchera pas de passer à l'acte. Et d'ailleurs, ces victimes, elles le savent, hein, que le type est particulièrement dangereux et particulièrement déterminé. Et donc aujourd'hui, on a plein de déclinaisons aussi de ces violences conjugales, avec des déclinaisons de la coercition, avec le stalking, vous savez, le fait d'être suivi, des spouseware avec des petits espions qu'on met dans le téléphone portable. Et donc, il y a plein de techniques finalement qui permettent d'asseoir une forme de coercition, c'est-à-dire de contrôle sur le conjoint. Cette coercition, aujourd'hui, sur le plan juridique, on arrive à la matérialiser de plus en plus pour pouvoir justement argumenter en faveur des violences conjugales, leur antériorité et leur modalité finalement pour exercer la domination le plus souvent masculine. Ce qui est étonnant aussi, sur cette dimension un peu culturelle finalement, c'est la répartition géographique. À gauche, vous avez le nombre en valeur absolue de faits de violences conjugales, et à droite, vous avez le taux pour 100 000 habitants. Et vous voyez qu'il y a cette petite répartition quand même là vers le nord, ce qui faisait dire à certains collègues que c'était en lien aussi avec les consommations d'alcool. Donc, je ne vous ai pas superposé les cartes, mais l'alcool est le principal accélérateur et contributeur des violences conjugales et des uxoricides. Et donc, 8 à 9 fois sur 10, il y avait la présence d'alcool au moment du passage à l'acte. Donc, Répartition, oui. Donc, des femmes plutôt de 45 ans, tu dis que c'est multifactoriel pour que ça n'avance pas, comme si ça descendait de 2007 à 2025. Donc, on était à 200, maintenant on est à 100 et quelques. On n'arrive pas à exploser, je vais pas dire le plancher de verre au lieu de le plafond de verre. On n'arrive pas à descendre en dessous parce que le système judiciaire et le système des officiers de police judiciaire, c'est un système masculin parce qu'elles ne portent pas plainte, hein, et parce que c'est écrasé par cette répartition genrée tout le long de l'enquête et tout le long de la procédure. C'est bien ça, Mathieu? Alors, c'est multifactoriel, mais on ne peut pas attribuer l'échec de la considération de la prise en charge au fait que ce soit des hommes qui reçoivent la plainte. C'est plus compliqué que ça. Par exemple, la culture de viol, les violences sexistes, ça imprègne tout le monde, y compris des femmes aussi, hein. C'est-à-dire qu'une femme qui accueille une jeune femme qui a été violée, qui est habillée un peu court et à 2 heures du matin, qui a traversé Place de la Gare, on lui dira « Mais qu'est-ce que vous faisiez à 2 heures du matin, habillée court et maquillée comme ça ?» Ça, c'est la culture du viol. C'est-à-dire que dans nos représentations, on a finalement ces constructions, ces stéréotypes à la fois sociaux, mais aussi culturels, avec cette polarisation genrée qui participe des violences sexistes, des violences sexuelles et des violences de genre, jusqu'aux violences conjugales et au meurtre au sens du féminicide. Et donc, tout ça contribue, est un facteur qui contribue à la fois à favoriser ces violences, mais aussi à empêcher une réponse totale, globale et définitive. Et au scalpel, l'âge des victimes, alors, qu'est-ce que ça dit, Alors, les victimes par ce tranche que je d'âge? voulais vous illustrer là, c'était la moyenne, on a vu, c'était plutôt 45 ans chez la femme. Mais vous voyez ce petit pic là, après 70 ans, on a tendance vraiment à totalement oublier, ne pas voir, ne pas entendre, une espèce de cécité comme ça cognitive sur les sujets âgés. Mais on va voir que chez ces sujets-là, finalement, ça passe à l'acte très fort aussi. Et lorsque l'auteur tue
sa femme, compagne, conjoint, il se suicide. Beaucoup plus de suicide-homicide à cet endroit, mais parce que les sujets sont le plus souvent âgés, parce qu'on est sur 40 ans, 50 ans de vie commune, avec une incapacité à se projeter au-delà du départ du conjoint. La qualification juridique des faits, on en parlait, la difficulté comme ça à mettre en évidence les violences conjugales, à venir caractériser et éventuellement aggraver en tant que circonstance aggravante quand il s'agit de violences de genre, les violences volontaires ayant entraîné la mort. On voit que globalement, on est plutôt quand même 8 fois sur 10 sur des meurtres, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une préméditation et seulement on est là sur une fois sur 5, une fois 20% sur des assassinats, alors que globalement, la personne qui a décidé de tuer son conjoint, la décision est prise en amont. C'est juste le moment, vous voyez, et le déclic, on va voir qu'il y a des facteurs précipitants qui viennent comme ça faire la bascule dans le passage à l'acte. Sur les modes opératoires, les hommes préfèrent les armes à feu de manière générale quand il y en a une. Et donc là aussi, c'est un facteur de risque majeur, la présence d'une arme à feu. Je vous rappelle que dans certaines circonstances, on peut signaler la présence d'une arme quand on estime que les personnes soit sont en danger, soit qu'elles vont se mettre en danger ou mettre en danger des tiers. Donc, les armes blanches ou les armes à feu. Petit biais aussi sur la question des armes blanches. Lorsqu'une femme utilise une arme blanche, il s'agit d'identifier l'origine de la violence et au moins une fois sur 2, voire 3 fois sur 4, c'est un moyen de se défendre. C'est-à-dire que l'homme s'est précipité sur elle pour l'étrangler, par exemple. Il y avait un couteau et elle va, pour se défendre, tuer. Et donc là aussi, ça sera un uxoricide, ça sera un meurtre du conjoint, mais très particulier. Et tout l'enjeu sera de pouvoir qualifier la légitime défense, ce qui est une autre difficulté dans ces circonstances. Bien qu'on ait quelques dossiers célèbres en France, et heureusement, où finalement la femme victime de violences conjugales a pu être totalement déclarée pénalement irresponsable dans le cadre de la légitime défense. Et on a pu montrer qu'elle avait été d'abord victime avant de tuer son conjoint dans des circonstances particulières. Donc la difficulté, c'est comment, sur le plan judiciaire et social, on va traiter dans l'après-coup l'uxoricide, un féminicide ou éventuellement un homme tué par sa femme dans un contexte particulier. Sur la question du mobile, qu'est-ce qui est avancé lorsque l'auteur de féminicide ne se tue pas? Le plus souvent, c'est la menace de séparation. En sachant que la dispute, elle est liée aussi, associée à la menace de séparation, d'où l'idée d'être très attentif. Lorsque les professionnels conseillent à des femmes de partir et de le dire au conjoint, ça, c'est très souvent le facteur précipitant. Donc, de dire comme ça, j'allais dire face caméra, à son conjoint violent, je te quitte, c'est très dangereux et c'est le moment de bascule pour peu qu'il soit déjà un peu paranoïaque et jaloux. On voit que la jalousie, là aussi, une fois sur 5, c'est quelque chose qui va mobiliser. Mais jaloux, conflit, risque de séparation, un peu d'alcool, tous les ingrédients sont réunis pour que ça finisse très, 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 très mal. Avec aujourd'hui la considération des enfants témoins, qui ne sont plus des témoins sur le plan judiciaire, mais qui sont des victimes. Toutes les personnes qui assistent aux violences conjugales et éventuellement un uxoricide, puisque malheureusement, il y a beaucoup plus de tentatives que de féminicides aboutis, avec des enfants traumatisés pris en charge en tant que victimes, voire des orphelins. Il y a une trentaine d'orphelins chaque année en France, suite à des féminicides qui sont plus ou moins élargis dans un deuxième temps, avec un homicide, un suicide du conjoint violent. Donc, ces facteurs-là, qui sont autant de mobiles, mais qui sont des facteurs de risque qu'on peut identifier, la jalousie au sens de la paranoïa du conjoint, l'alcoolisme, éventuellement des relations conflictuelles avec des antécédents déjà de violence, et puis une menace de séparation. Mais la séparation, là aussi, c'est l'issue logique, normale et naturelle d'une relation qui se passe mal. Et donc, le paradoxe, c'est que cette relation qui se passe mal, elle va être quelque chose qui se chronicise éventuellement, mais qui s'aggrave, on va le voir dans le cycle de la violence, et qui pousse à son paroxysme, c'est-à-dire qui pousse à l'acte, le plus souvent l'auteur de violences conjugales, à tuer au bout du cycle des violences et au bout de ce processus particulièrement morbide et mortifère, pour peu qu'on cumule ces facteurs de risque. Donc, si on résume bien, en fait, tu identifies sur le plan criminologique une scène de crime, c'est au moment de la séparation, c'est le facteur, enfin, c'est là où ça se trouve, chez un parano et qui a exercé des violences déjà, donc qui a été déjà maltraitant, et ça augmente crescendo vers le féminicide, et bousculé par la prise d'alcool
dans un moment comme ça fécond où dans la scène de crime, on retrouve l'alcool, l'annonce de la séparation et une maltraitance poussée à l'extrême qui emporte la victime. C'est bien ça. C'est bien ça, avec aussi plusieurs méta-analyses l'ont montré le danger de l'arme à feu, le danger d'avoir une arme à proximité et des antécédents de violence chez l'auteur. C'est-à-dire que la présence d'un casier judiciaire ou des condamnations antérieures pour des faits de violence, c'est un facteur de risque majeur. Et donc, dans nos interrogatoires anamnestiques, il ne faut pas hésiter à poser les questions des antécédents médicaux, gynéco-obstétricaux, chirurgicaux, psychiatriques et judiciaires. Et ça fait partie des éléments qui vont faire pencher la balance. Pour pouvoir illustrer… Oui. Oui, et là, le cœur du sujet, c'est ce qui nous fait vraiment craquer, la psychopathologie. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Sachez que le mot couple, c'était d'abord un mot féminin. C'est comme ça, souvent dans la vie, ça commence par le féminin. Et donc, on désignait la couple comme étant une pièce de cuir qui attachait deux chiens pour la chasse à court au gros gibier. Et donc, par exemple, on partait à la chasse à l'ours et on attachait les chiens deux par deux et c'était à la vie et la mort. Donc, quand l'ours, il attrapait un chien, il attrapait l'autre aussi. Et donc, on est dans cette idée que cette pièce, c'est le lien qui unit les deux personnes. Et pour moi, sur le plan psychopathologique, quand on parle de violence conjugale, c'est les violences qui s'expriment au sein du lien. Et donc, il va falloir identifier ce qui se joue dans cette relation pour pouvoir, comme ça, nourrir parfois, pendant des années, des violences. On a des relations conjugales, nous, on dirait morbides, pathologiques, ce que vous voulez, mais qui résistent en fait aux violences. Comme si l'auteur, il venait vérifier que le lien, il tenait bien, que la couple, elle était suffisamment solide en tirant dessus et en maltraitant l'autre qui était attaché au bout. Et c'est quand même étonnant, mais c'est au cours du 19e siècle qu'on a basculé sur un ensemble de deux choses au sens d'une paire. Et aujourd'hui, on considère un couple au masculin comme une paire de deux choses. Ce qui est rigolo aussi, c'est qu'en physique, on considère un couple comme deux forces parallèles, égales et de direction contraire. Et c'est ce qui permet de donner le mouvement. Donc, on peut considérer ce mot couple comme un signifiant polysémique qui nous éclaire sur le plan psychopathologique avec une construction pour chaque membre du couple. Si ici, j'illustre une partie du couple, ce qui fait le lien au milieu et l'autre partie à droite. Chacun est construit selon son identité propre, avec ses parents comme imago archaïque et représentant finalement en termes de modèle de ce que devrait être à la fois un adulte et une relation conjugale. La dimension narcissique qu'on remet à l'épreuve de la relation conjugale. L'éducation, la religion, l'origine ethnique qui participent à la construction culturelle aussi polarisée des différents genres, masculins et féminins, et puis le roman familial au sens d'une inscription transgénérationnelle avec le poids de l'hérédité. Si par exemple toutes les femmes étaient soumises et subissaient des violences conjugales, on est dans l'illusion comme ça qu'il va falloir maintenir, je mets des guillemets, la tradition et cette espèce de domination et de soumission qui serait transmise de génération en génération. Donc, on a une construction d'un côté qui renvoie à ces différentes dimensions, une construction de l'autre côté qui vient comme ça s'accrocher autour de la question du lien. Et donc, les deux personnes se rencontrent aujourd'hui beaucoup sur Internet, sur les réseaux, un peu comme ça par hasard. Et on va décider qu'on a des valeurs communes, on a un projet commun. On va s'associer autour du projet commun, éventuellement le rendre symboliquement et socialement valorisé et validé par un mariage, qui soit religieux ou civil. Et puis ensuite, on va construire une famille. Ici, une petite asymétrie, là, parce qu'il va falloir porter éventuellement un enfant. Et ensuite, il y a la famille qui va pouvoir s'agrandir et chaque membre va devenir autonome. Si ces interactions sont construites sur des modalités précaires, pathologiques, par exemple, tout en haut, en bleu, comme ça, j'avais un couple de toxicomanes et leur passion, c'était la drogue. Et la dame est tombée enceinte. Et malheureusement, le monsieur tapait un peu sur la dame, mais surtout, une fois que le bébé était là, une nuit qui criait trop fort, le monsieur a mis un coussin sur la tête du petit, ça fait un infanticide, tu en avais parlé, et puis ensuite, ça avait failli mal tourner pour la dame. Mais on est typiquement sur une modalité complètement pathologique de relation, de lien et de conjugalité avec un risque de violence. Ça s'est déplacé sur le petit qui est décédé. Ici, un gros projet commun, c'était un couple autour d'un restaurant. Et donc, ils ont beaucoup travaillé autour du restaurant, mais peu d'interactions conjugales. Et le truc, c'est que la dame est partie avec le banquier et le monsieur s'est effondré. Il a tiré sur la tête de la dame et il s'est tiré dessus ensuite. Et donc, ça fait un homicide-suicide au sens d'un féminicide. C'est rentré dans les statistiques. En bas, c'est des projets superposés. Tout en bas à gauche, c'est complètement asymétrique. Et donc, on voit que lorsque
il y a ces différentes modalités d'interaction qui évoluent dans le temps, hein, c'est un système vivant, et bien tout ça va venir mettre en tension le couple et éventuellement participer de la répétition des violences. En sachant qu'un enfant qui a grandi là-dedans, lui, il va devenir un adulte et il va aller s'inscrire dans une relation conjugale avec ce qu'on a évoqué, son propre matériel, un subjectif transmis, qui va participer à la réalisation des violences et à leur répétition. Parce que, dans le cadre des violences conjugales, depuis les années 70, on a pu identifier qu'après des violences, il y avait une petite phase de justification avec cet auteur qui va expliquer à sa victime qu'il n'avait pas le choix, que c'était pour son bien. Ensuite, éventuellement des cadeaux, le petit bouquet de fleurs, une croisière à Venise, ce que vous voulez, ce qu'on appelle la lune de miel. Et puis ensuite, de nouveau, des tensions qui réapparaissent dans le couple et dans le lien conjugal et la réalisation de violences. En sachant que les cycles sont relativement lents, avec le plus souvent des modalités de violence psychologique, verbale, puis physique, pour aller progressivement vers des cycles de plus en plus fréquents et rapides, et qui ensuite vont aller tranquillement vers le féminicide, c'est-à-dire vers le meurtre du conjoint. Et donc, du coup, attention, danger, plus il y a des cycles, plus il y a un risque de décès. Les signaux d'alerte, là, ils ont été clairement identifiés avec ce petit vadémécum qui est tout en haut à droite, et je vous donnerai les références, qui propose à tous les professionnels de santé des repères pour attirer l'attention sur les violences conjugales, en sachant que le féminicide, au sens de l'uxoricide, il intervient 9,9 fois sur 10 dans le cadre d'un processus de violence conjugale. C'est très rare d'avoir comme violence inaugurale directement l'homicide. Alors, sauf avec des tueurs en série qui viennent comme ça chasser sur des sites de rencontres, mais ils n'étaient même pas encore en couple quand ils tuent leurs victimes. Par contre, on voit que le plus souvent, on est face à des auteurs qui font carrière, c'est-à-dire que ça dure depuis des années. Et on avait cette forme de tolérance aussi sur le plan social et culturel qui aujourd'hui est en train de s'inverser, mais il faut sensibiliser, informer et former les professionnels. On a des symptômes physiques comme signaux d'alerte, avec des consultations itératives. On sent que la personne revient en consultation, mais qu'elle n'arrive pas à formuler sa demande, ou sinon qu'elle parle d'un tiers. On a des symptômes physiques inexpliqués, avec des douleurs chroniques, une tendance à la somatisation, avec des troubles somatosensoriels. On a des mésusages avec des benzodiazépines, le plus souvent, ou des antalgiques, avec des consommations d'anxiolytiques, avec une tolérance aussi, une pharmaco-addiction aux benzodiazépines. Des signes cliniques, physiques parfois, hein. Vous savez, les hématomes, les zones de prise sur les avant-bras, à l'intérieur des cuisses. Et puis, bien sûr, les symptômes psychologiques, avec une dépression, avec parfois des symptômes psychotraumatiques, une altération du fonctionnement, trouble du sommeil, trouble de la sexualité, trouble de l'appétit. Et donc, tout ça doit venir attirer l'attention du professionnel. Ce n'est pas spécifique, mais le cumul de ces symptômes doit nous inviter à aller un peu plus loin, parce que l'article 226.14 du Code pénal a changé en 2020 pour pouvoir faciliter des signalements de victimes de violences conjugales, là où ça n'était pas possible sans l'accord de la victime. Et on voyait des femmes, j'allais dire, se faire tuer quasiment sous nos yeux. Et donc, il fallait réussir à les accompagner jusqu'au dépôt de plainte. Mais si elles n'en avaient pas conscience, si elles n'en avaient pas envie, ce n'était pas possible. Au jour d'aujourd'hui, le troisième alinéa du 226.14 nous invite, en tant que médecins et professionnels de santé, à faire un signalement auprès du procureur de la République lorsqu'on a constaté qu'une personne était victime de violences conjugales. En sachant qu'on va chercher son accord, sauf dans deux circonstances, si on estime qu'il y a un risque vital pour la victime et si cette victime n'est pas en capacité de se protéger au regard de la relation d'emprise, c'est-à-dire qu'elle est sous l'emprise du conjoint violent. Et si on identifie cette mécanique d'emprise qui va soumettre complètement la victime, on se doit, en cas de risque vital avéré, de signaler au procureur de la République, même sans l'accord de la victime. C'est-à-dire qu'on insiste, même si elle n'est pas d'accord, on le fait. Oui, donc c'est ce que tu es en train de nous expliquer clairement, c'est une situation de dérogation du secret médical qui est normalement totale et absolue. Il y a des situations de dérogation. Les situations de dérogation ont évolué en juillet 2020, notamment dans cette situation d'emprise, quand le médecin ou le psychiatre constate qu'il y a une emprise sur une femme
vulnérable et donc il peut déroger au secret médical, même si elle est majeure, même si elle n'est pas sous curatelle, et donc déroger et signaler au procureur de la République. C'est bien ça. Exact, Alors, exact. Et donc, tu as une question de Asia qui te pose est-ce qu'il y a une psychopathologie particulière spécifique chez ces victimes? Et justement, quel est le profil des victimes? Là, on a parlé beaucoup des auteurs. Tu as détaillé, mais d'une manière magnifique, l'engrenage et le cycle et les torsions qui conduisent avec cette théorie de l'emportement. Plus on maltraite, plus le cycle s'accélère et c'est une kindling du passage à l'acte. Et je trouve ça extraordinaire de dire que ce cycle s'accélère et pour en fait avoir un tourbillon et c'est à la fin tout chousse, on aboutit au féminicide. Mais est-ce que, selon Asia, tu as un profil particulier de ces femmes? alors, on a des facteurs de vulnérabilité identifiés du côté des victimes. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure là sur la construction finalement dans la relation. À partir du moment où, par exemple, cette jeune fille a grandi dans un environnement violent, patriarcal, genré, domination. Donc ça, c'est des facteurs communautaires, socioculturels. Ensuite, des facteurs interpersonnels et relationnels dans sa capacité à rentrer en relation de manière équilibrée, à identifier ses propres besoins, les besoins des autres, en termes d'agentivité, d'assertivité, ses compétences psychosociales. Après, au niveau individuel, l'estime de soi, par exemple, la gestion des émotions, la gestion des conflits, etc. Et donc, s'il y a une assise qu'on qualifierait, nous, de narcissique suffisamment solide, elle sera en capacité éventuellement à résister à des attaques, soit dans les relations interpersonnelles, soit dans des injonctions socioculturelles à se soumettre et à être dominé. Mais du côté de l'auteur, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a aussi ces injonctions à dominer, à soumettre la femme. Et donc, du coup, on est sur, j'allais dire, ces malentendus ontologiques et socioculturels qui résonnent parfois avec des niveaux de vulnérabilité individuelle. Et plus une personne a été maltraitée, victime de violences, jeune, mais depuis un déficit en termes d'attachement précoce, avec un attachement insécure, ça va venir impacter la qualité de la relation et les modalités aussi d'entrer en relation. Et donc, si on cumule ces facteurs de vulnérabilité, malheureusement, ces personnes de sexe féminin le plus souvent auront tendance à aller vers des adultes de sexe masculin qui proposent la violence, c'est-à-dire qui répondent à ces injonctions. Mais c'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'on vient faciliter des assemblages qui sont morbides et mortifères, avec des victimes qui sont déjà dans une soumission, j'allais dire, apprise et acquise, et des agresseurs qui sont déjà dans des injonctions infernales. Mathieu, extrêmement important parce qu'il y a plein de questions sur cette question de dérogation du secret médical. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est le moment où on estime que c'est assez dangereux dans le couple pour faire cette dérogation et quelle est ta définition de la vulnérabilité? Alors, tu as parlé de la relation de domination, mais est-ce que tu peux développer parce qu'il y a beaucoup de questions sur Tout à fait. cette Toutes les réponses sont ici. Donc, dans ce magnifique vadémécum qui a été travaillé avec le Conseil national de l'ordre des médecins et le ministère de la Justice, pour pouvoir identifier la question du risque vital. Donc, vous avez l'ensemble de ces critères. Et à partir de ces critères, vous allez pouvoir déterminer si vous êtes dans une situation qui permet la dérogation du secret. Le risque vital, cette diapo, et ensuite la relation d'emprise, la diapo suivante. Parce que même pour caractériser l'emprise, ce n'est pas facile finalement. On le fait un peu en psychopathologie, mais pour objectiver la relation d'emprise, c'est plus compliqué. Et donc là, vous avez des critères qui sont aussi des facteurs de risque, de passage à l'acte du côté de l'auteur, des facteurs de vulnérabilité dans les relations interpersonnelles. Et donc, du coup, il faut vérifier. Est-ce qu'il y a déjà eu des violences? Et là, il faut faire vraiment la checklist. Est-ce qu'il y a un projet de séparation? Est-ce que madame envisage, parce que là, c'est le facteur déclenchant de l'annonce à monsieur, est-ce qu'il y a une grossesse en cours? Et là, c'est horrible. Mais la première grossesse, c'est souvent le moment des premières violences. Et donc, du coup, il faut poser la question. Est-ce qu'il y a eu des violences sur des tiers? Parce qu'à la maison, il y a d'autres personnes. Est-ce qu'il y a déjà eu des invitations, incitations, des chantages au suicide? Alors, soit tu n'as que de la bouche, tu ne vas pas le faire, prends les médicaments, coupe-toi, tue-toi. Soit, si tu me quittes, je me tue. C'est un chantage au suicide. Est-ce qu'il y a déjà eu des menaces de mort? Je vais te tuer. Donc ça, c'est très clair, il faut aller les chercher. Est-ce qu'il y a déjà eu des épisodes de séquestration, claustration, le type qui ferme la dame à clé, qui part avec les clés? Est-ce qu'il y a des consommations d'alcool et pire encore de stupes? Est-ce qu'il y a une arme à feu à la maison? Dérogation aussi possible du secret. Et est-ce qu'il y a des antécédents de condamnation du conjoint violent? En règle générale, la dame, elle le sait.
On a même eu des situations où ils s'étaient rencontrés au parloir de la prison. Et donc là, forcément, le monsieur, il avait déjà été condamné. Donc là, vous avez les critères d'évaluation du risque vital. Ensuite, pour l'évaluation de la relation d'emprise, est-ce qu'il y a une notion d'humiliation récurrente, fréquente, avec des insultes et du harcèlement, harcèlement en direct, mais aussi le harcèlement en ligne, explorer les relations numériques conjugales, on apprend plein de choses. Est-ce qu'il y a cette notion de surveillance permanente avec des conjoints qui mettent des petits applications espions, ça se trouve très facilement, ou des caméras? Est-ce qu'il y a un contrôle des relations sociales, de la tenue, du maquillage, des contacts? Est-ce qu'il y a une dépendance aussi financière, très souvent, administrative, j'ai pris le passeport, linguistique et culturelle, la personne est isolée dans son environnement linguistique et culturel? Est-ce qu'il y a une souffrance psychique? Et on voit chez ces femmes qui sont au bout du rouleau un phénomène d'épuisement avec une douleur morale. Et donc, il faut l'explorer. Et très souvent, il y a une dépression avec parfois aussi des idées de suicide, voire de suicide élargi en emmenant son enfant. Et des idées de culpabilité et de responsabilité. C'est moi qui suis responsable. Ça ferme le couvercle, hein, vous savez, sur l'emprise, parce que l'auteur violent, voire un peu pervers narcissique, a réussi à rendre responsable sa propre victime. Et donc là, je vais dire, la scène est bouclée, tout est scellé. Si vous matchez sur les critères qui précèdent sur le risque vital et sur ces critères-là, il faut non seulement faire le signalement, mais il faut accompagner la dame pour qu'elle soit protégée d'emblée à l'hôtel de police. Hein. À l'hôtel de police, maintenant, il y a une assistante sociale, il y a un psychologue et il y a une orientation directe pour la protéger avec des lieux dédiés qui sont tenus secrets pour éviter que les conjoints violents débarquent. Juste, Donc, justement, dis-moi. oui, pardon. Alors, on a vu le profil, on a vu comment ça marche et comment ça s'emballe. On a vu les critères pour lesquels on reconnaît des situations d'urgence, voire même des situations alarmantes où il faut agir. Et donc, comment on peut prévenir tout ça? On arrive à la question de la prévention, Mathieu. Alors, la prévention, c'est probablement la meilleure réponse, en sachant que vous savez qu'elle s'organise en prévention primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire en fonction des objectifs. Et aussi, elle peut s'organiser en fonction des populations cibles. Et donc, du coup, si je veux avoir une prévention la plus large possible, j'évoquais tout à l'heure les facteurs de vulnérabilité précoce, il faut qu'on puisse favoriser le lien d'attachement, en particulier entre la mère et la petite fille, le plus tôt possible. Donc, ça, sur les facteurs de prévention individuelle, vous imaginez bien et vous entendez bien, ça se joue dès la grossesse dans la qualité du lien d'attachement entre la mère et l'enfant, mais dès la grossesse aussi dans le dépistage des premières violences conjugales. Et d'ailleurs, on a mis en place des entretiens prénataux, il y en a 3 obligatoires, il y a 7 rendez-vous pour la grossesse, qui sont autant de moyens et d'opportunités pour les sages-femmes principalement, mais de dépister les violences conjugales et ou l'inceste. Et donc, la prévention, elle se décline à tous les étages. Et si on veut penser une réponse globale, puisqu'on a vu qu'il y avait une composante anthropologique, sociale et culturelle à ces violences de genre qui terminent par des féminicides, il faut pouvoir éduquer. Ensuite, il faut travailler en santé positive, et puis après, en justice, pour éviter les accidents et précipiter les passages à l'acte. L'éducation, on met en place à partir de la rentrée prochaine des séances d'éducation à la vie affective et relationnelle dès la maternelle, 3 séances par an. C'est probablement une bonne porte d'entrée pour pouvoir réduire les violences conjugales et les féminicides. Sauf qu'on aura un retour sur investissement aller dans 20 et 30 ans. Hein. Mais c'est maintenant qu'il faut commencer à travailler ces questions. Il faut informer les populations, sensibiliser les garçons et les filles pour qu'ils ne deviennent ni victimes ni auteurs, faire de la promotion à des relations interpersonnelles et à l'égalité des genres. Et puis ensuite, dans l'éducation, c'est les parents qui éduquent leurs enfants, mais c'est aussi les professionnels de l'éducation nationale qui participent de ça. Éducation positive, éducation à la santé, y compris la santé sexuelle, parce que vous comprenez bien que lorsqu'il y a un rapport de domination, ça va venir se rejouer dans la sexualité. Et donc aujourd'hui, il faut aussi aller traiter la question des violences sexistes et de genre, par exemple dans la pornographie et dans l'accès au porno. Il faut pouvoir aborder la question de la santé sexuelle et puis ensuite les différentes modalités d'éducation. Prévention primaire universelle, le plus tôt possible. On a évoqué les compétences psychosociales au niveau individuel, et puis ensuite au niveau interpersonnel, dans les relations affectives et relationnelles, et puis ensuite au niveau interpersonnel communautaire, pour pouvoir travailler sur des valeurs communautaires, sociales et culturelles d'équité entre les sexes et entre les genres. Et puis après, au niveau sociétal, on a des réponses sociales et sociétales qui évoluent. Il y a eu bien sûr, beaucoup de réponses. On a légiféré, on l'a vu en 2020, sur les dérogations du secret. Il y a eu un Grenelle des violences conjugales. Aujourd'hui, l'éviction du conjoint violent,
le téléphone grand danger, qui sont autant d'outils pour pouvoir éviter ou réduire le risque de violence. Mais j'insiste, hein, un auteur de violence conjugale condamné, on est en prévention tertiaire, c'est-à-dire qu'il a été condamné, il y a eu des violences conjugales. L'idée, c'est qu'il ne répète pas les violences, sauf que dans une relation pathologique, conjugale, on est dans l'illusion, comme ça, autarcique, toute puissante, d'un lien qui sera indéfectible. Si la justice s'immisce entre les deux personnes, eh bien finalement, les deux vont essayer de se retrouver en dehors de la justice. On retrouve assez souvent ça, où le monsieur est interdit de voir madame, et il vient escalader le balcon de manière très romantique du bâtiment où elle est protégée. Elle trouve ça tellement beau et tellement mignon. Il lui apporte des fleurs. Et donc, du coup, il lui raconte que rien ne pourra les séparer. Même pas le juge, même pas la justice, même pas la police. Et ça peut flatter la dame. Et ça a des effets paradoxaux de renforcement du lien, comme ça, à l'insu de l'intervention judiciaire. Donc, du coup, séparer les gens, ça ne vient pas régler le problème. Parfois, ça remet juste en tension le lien qui vient se renforcer par ailleurs et qui augmente le danger pour la dame. Là, ça finit très souvent en féminicide, hein, parce que les deux vont se retrouver dans une impasse et le monsieur va passer à l'acte et il va tuer madame. Donc, la proposition, c'est de faire un peu autrement pour envisager un parcours, mais commun, pour la victime, pour lui apprendre à s'autonomiser, défusionner de son auteur conjoint violent, mais aussi pour l'auteur dans un parcours de désistance et revenir sous la prévention secondaire autour de la question de la valeur, de l'égalité filles-garçons, l'égalité de genre, etc. Mais tout ça, c'est un processus qui prend beaucoup de temps, qu'on doit envisager de manière globale et générale en articulant éducation, santé et réponse judiciaire pour pouvoir traiter à la fois la victime, à la fois l'auteur de violences conjugales, mais aussi le système dans lequel a émergé la violence et elle s'est répétée. En sachant que les enfants qui ont assisté à ça, il va falloir s'en occuper aussi, hein. Il ne faut pas laisser grandir des enfants avec l'idée que c'est normal que papa tape sur maman. Et donc, c'est un vrai chantier qui mobilise Oui, c'est ça. tous les acteurs. Il y a du pain sur la planche pour les psychologues, pour les psychiatres, pour les éducateurs, pour les travailleurs sociaux, pour tout ce que tu veux. Et donc, c'est énorme. Enfin, voilà. Oui, mais en même temps, on peut le faire. Si on s'y met tous, on doit pouvoir y arriver. Alors, avant que tu passes c'est hyper intéressant cette question de prévention, mais je reviens un petit peu en arrière sur la psychopathologie. Il y a une question sur les troubles psychiatriques avérés, c'est-à-dire des troubles manifestes. On ne parle pas de troubles de la personnalité paranoïaque ou la tendance à la domination, etc., et la vulnérabilité par des antécédents. Est-ce que des troubles psychiatriques avérés, du côté de la victime ou du côté de l'auteur, peuvent être identifiés, et notamment dans le féminicide puis suicide, dans le suicide altruiste en fait? Alors, le suicide altruiste qui emmène le conjoint, on va en parler juste après, c'est très spécifique chez les sujets âgés. C'est ce que j'appelle, moi, un égocide, au sens où le conjoint appartient au sujet, il est prolongement de lui-même. Le suicide, c'est le meurtre de soi. Dans l'égocide, c'est le meurtre aux confins du soi. Et le sujet âgé, 50 ans de vie commune, la dame est démente, lui, il fait un infarctus, on lui dit qu'il a une fraction d'éjection à 12%, qu'il va mourir. Et donc, du coup, il donne son traitement cardio à madame, elle meurt, et lui, il meurt. Les deux meurent. Mais c'est un féminicide au sens où il a tué madame parce que c'était son épouse. Et cela, on les passe sous silence. On est dans ces moments d'effondrement dépressif, thymique. Sauf que si on est sur un trouble de l'axe 1, schizophrénique, trouble bipolaire, on sait qu'il y a une altération de la capacité à interagir, une difficulté à entrer dans des relations amoureuses. Et ces patients qui souffrent d'un trouble de l'axe 1, ce sont des handicapés de la relation affective et conjugale. Et donc, ils vont peu s'inscrire dans cette relation de couple parce qu'ils sont dans l'incapacité du fait du trouble. Par contre, des gens qui présentent des troubles de l'axe 2, avec des moments d'effondrement thymique, plus la comorbidité alcool des deux côtés, plus du psychotrauma, effectivement, ça passe à l'acte plus rapidement. Je vais en parler un tout petit peu, du coup, dans les espèces comme ça de mise en perspective autour du suicide-homicide. Moi, juste sur la question des urgences. Aux urgences, nos collègues somaticiens, ils voient régulièrement arriver des femmes, ils appellent ça le syndrome de la porte de voiture ou de l'escalier, ou de la porte d'armoire. C'est-à-dire que la dame dit j'ai tapé mon armoire, je suis tombé dans l'escalier. Tout le monde sait qu'en fait, c'est des violences conjugales. Le plus souvent, le conjoint violent, il est en salle d'attente et on va laisser repartir la dame. Et donc, la proposition, c'est de pouvoir proposer un processus et un protocole pour madame, pour la voir un peu seule, un peu tranquille, éventuellement à froid, sans monsieur. Et donc, l'idée, c'est vraiment de passer l'orage émotionnel qui empêche de penser, à la fois pour madame et pour monsieur,
de la reconvoquer dans un deuxième temps sous prétexte qu'il faut revoir l'hématome, revoir la plaie, revoir la fracture, pour pouvoir poser cet entretien d'évaluation de dépistage. Et donc, il faut prendre le temps, pas laisser repartir ces femmes qui vont mourir. Et donc, du coup, là, sur la question du risque homicide, on a aussi une séquence, ce n'est pas très lisible, je suis désolé, je vous donnerai la référence dans la bibliographie. Mais on voit dans le processus comment ça s'aggrave avec la fréquence. On voit ces femmes qui reviennent aux urgences avec l'hématome périorbitaire, avec les lésions de prise, et on les laisse rentrer chez elles. On a une responsabilité pour pouvoir justement interrompre le processus et éviter que ces dames ne meurent. On évoquait la question du suicide-homicide. Là, on est sur des statistiques de 2019. On voit des tentatives de suicide de l'auteur ou le suicide réussi de l'auteur, et on voit que la fréquence est quand même importante. Alors là, on est 100 et ici, on est sur 70, mais presque 40% des hommes qui tuent leurs femmes tentent de suicider dans la suite. Et les chiffres, là, on est sur des chiffres plus récents, montrent quand même qu'on est sur 2 fois plus de types qui se tuent que de types qui tentent de se tuer. Mais ça veut dire que quand même, en termes de fréquence, on est encore sur ce ratio. Ici, à peu près 40% des auteurs de féminicide vont tenter de se suicider juste après. Et les hommes tentent bien de se suicider de manière très violente, avec des armes le plus souvent, et éventuellement avec des médicaments arme blanche, défenestration. Donc, ça renvoie à ce modèle. J'évoquais la prévention tertiaire des victimes, mais si on est dans une pathologie du lien et de la relation, il faut aussi faire de la prévention. Là. Il y a un type qui a une tronçonneuse en équilibre entre deux branches. La branche, elle peut péter à tout moment. Et donc, du coup, si la dame dit « je me retire », le type, il tombe, mais il a une tronçonneuse quand il tombe. Et lui, il va faire du dégât. Il va faire du dégât sur ceux qui croisent, c'est-à-dire sa famille, son épouse qui veut partir, et éventuellement, il va faire du dégât sur lui. Surtout s'il y a une pathologie de la relation. Et du suicide à l'homicide, moi, j'évoque la question d'un continuum, ce qui permet de penser quand même ces formes de passage entre l'homicide, alors homicide simple, la femme, la féminicide, je tue ma femme, suicide homicide familial, j'emmène les enfants, altruiste, je la tue parce qu'elle ne pourrait pas survivre, elle est âgée, démente, 82 ans, j'ai 80 ans, je la tue. Et puis il y a les suicides homicides qui sont vindicatifs pour se venger aussi, on utilise son propre suicide pour faire du mal. Ensuite, dans des suicides complexes élargis, dans cette difficulté à poser la frontière de manière nette entre soi et le non-soi, entre un tiers et ce qui constitue son identité, je propose la définition de l'égocide lorsque l'autre participe de sa propre identité. Et donc, dans l'égocide, on emmène avec soi ceux qui participent de son existence. Et l'épouse, la femme du monsieur qui veut mourir ou qui ne survivra pas à la séparation, il la tue et il se tue. Et donc, du coup, on est sur ces modèles avec des passages à l'acte violents. Lorsqu'il y a un risque d'effondrement narcissique, j'évoque l'égocide plutôt marital. Là, c'est l'homme plutôt autour de 50 ans, alcoolique, violent avec une arme à feu. L'égocide conjugal, c'est sujet âgé, avec sa femme là, qui est démente, dépendante, le monsieur qui s'en occupait et qui, du fait d'un accident, un cancer, quelque chose, voit son pronostic vital qui se engage à court terme, il va tuer madame, se suicider. Et puis ensuite, certains égocides vindicatifs, je tue les enfants, je me suicide avec, mais c'était vraiment pour porter atteinte à l'autre membre du couple parental. De l'autre côté, lorsque les choses sont bien séparées, qu'on n'est pas dans la fusion des identités sur le plan narcissique et identitaire, le féminicide, je tue madame, l'uxoricide, je la tue. En particulier, on a évoqué en introduction les meurtres d'honneur, comme ça, avec une forme de légitimité sur le plan social et culturel. Donc, voici une modélisation pour essayer vraiment de penser sur le plan psychopathologique et clinique, mais aussi d'attirer l'attention sur ces notions en termes de prévention entre la victime et les modalités de relation et l'agresseur, qui le plus souvent n'est pas loin. Donc là aussi, prenez le temps d'essayer, encore une fois, d'explorer la psychopathologie individuelle de la victime qui est devant vous, mais aussi les modalités interpersonnelles, la relation et la pathologie de la relation avec un auteur qui est le plus souvent comme ça dans l'ombre et qui, du fait de ces cycles de violence de plus en plus fréquents, de plus en plus violents, va tuer. Donc, si on doit tenter de conclure, l'idée, c'est de pouvoir repérer en France, en tout cas aujourd'hui, dans ce processus qui conduit au féminicide ultime, ce qui précède, c'est-à-dire les violences conjugales. Et ce qui font les violences conjugales, c'est cette organisation socioculturelle, anthropologique, patriarcale, genrée,
de domination plutôt du sujet masculin, mais hérité de ce qui précède. La dangerosité de l'auteur qui doit être analysée dans la perspective de la vulnérabilité de la victime. Et encore une fois, il faut pouvoir rendre compte du niveau individuel et du niveau interpersonnel. Donc, l'auteur, c'est les 3 P, paranoïaque, psychopathe, pervers. Et d'ailleurs, je vous renvoie à une magnifique série de webinaires de la section psychiatrie légale. On avait traité de ces 3 types qui ont des modalités d'interaction particulières où la question de la domination et de la soumission, elle est intrinsèque au sujet. C'est-à-dire que j'entre en relation uniquement, exclusivement, à condition de soumettre l'autre. Et donc, du coup, si vous avez un auteur violent avec de la paranoïa dans les aménagements de personnalité, un peu psychopathe, un peu pervers, il y a danger. Donc, selon l'âge, le sexe, les aménagements de personnalité, les consommations de toxiques et les enjeux autour de la séparation pour l'homme le plus souvent violent. Du côté de la victime, le trouble des interactions précoces, le trouble de l'attachement, les troubles de l'adaptation. À chaque fois qu'il y a eu du trauma, et il faut explorer la question du trauma et de la trajectoire traumatique au sens d'un parcours, ce qui vient le plus souvent s'adosser au processus des violences conjugales. Et là, on identifie des facteurs de vulnérabilité qui sont majeurs, avec des conduites dissociantes, souvent associées, avec des ictus, de l'amnésie traumatique. Et attention, parce que quand vous commencez à réveiller les souvenirs traumatiques, il y a aussi un phénomène d'emballement du côté de la victime qui participe de son effondrement. Donc, ça veut dire qu'il faut bien poser le filet de protection pour pouvoir correctement accompagner la victime et pas la laisser seule comme ça. Vous dites, je vous adresse à l'hôtel de police, merci, au revoir. Vous avez le numéro de téléphone de France Victime, hein, et puis téléphonez-leur. Non, il faut un petit truc en plus dans le lien, parce que je vous rappelle qu'elle est handicapée du lien et de la relation, cette personne, il va falloir un petit truc en plus dans le lien avec le professionnel pour pouvoir sécuriser son parcours et éviter qu'elle ne meure. Parce que le risque, je le répète, c'est la mort et elle va mourir. Là aussi, hein, encore une fois, l'issue de ce processus, c'est la mort. Et la mort de madame, et puis dans 40% des cas, la tentative de suicide de monsieur, et en fonction de l'âge, s'il est âgé, il se tue très bien, s'il est un peu moins âgé, il se loupe un peu plus, mais ça fera quand même du dégât. Donc, on a identifié un processus, on a identifié des facteurs de risque et des facteurs de vulnérabilité, et donc le dépistage est possible à tous les niveaux, même précoce. On voit les adolescents entrer en relation sur des modalités pathologiques via les réseaux sociaux, via les médias, où ils vont importer dans la relation des stéréotypes sexistes et de genre, et ça fait le lit ensuite des violences sexistes. Donc, il faut savoir dire non dès le premier mot déplacé, dès le premier geste inadapté, dès la première intrusion dans son intimité par l'autre, alors qu'il n'a pas été invité, qu'il n'est pas convié, et ça renvoie aussi aujourd'hui à l'importance du consentement, et bien là, c'est les premières violences qui viennent s'inscrire dans la relation de couple et conjugale et qu'il va falloir absolument empêcher de se développer. Sinon, encore une fois, ça finit mal. Et vie entière, j'insiste, mais ça finit par la mort. Et donc, du coup, on peut faire mieux, on peut se proposer mieux, en particulier avec les différents outils, avec la sémiologie, avec l'articulation avec les intervenants sociaux, judiciaires, et on peut effectivement protéger des personnes. Avant de répondre encore à quelques questions, rappelez cette petite citation d'Oscar Wilde, on tue toujours celui qu'on aime pour ne plus avoir à en souffrir. Et dans l'autre qu'on tue, ce n'est souvent qu'une projection de soi-même qui est visée. Et donc, c'est pour moi la question de l'égocide. Celui qui se donne la mort est une victime qui rencontre son bourreau et le tue. Et on est très souvent dans cette configuration autour de la pathologie du lien et de la relation. Et plus on va s'éloigner de cette organisation systémique, sociale, culturelle, genrée, polarisée des hommes et du patriarcat, plus on ira vers les pathologies de la relation, avec des sujets qui sont les handicapés de la relation et qui viennent comme ça fusionner dans un rapport symbiotique ou de parasite ou de prédation avec des victimes. Voici quelques références bibliographiques pour pouvoir prolonger un peu vos lectures avec les différents travaux de Marie-France Régoyenne, qui a sorti un dernier bouquin autour des enfants et des enjeux autour des séparations violentes pour les enfants. Les références sur l'homicide-suicide, là, c'est ce papier qui était publié dans l'Encéphale. Et puis des ressources Internet avec ce petit vadémécum du Conseil national de l'ordre des médecins où vous retrouverez les différents repères et critères. Et puis aussi le HCE qui avait proposé des statistiques. Et le rapport annuel, malheureusement tristement célèbre actuellement, sur les morts violentes au sein du couple. Et chaque année, on a la statistique avec toutes les données socio-criminologiques, à la fois des auteurs et des victimes. Pour vous aider aussi en termes d'identification, repérage en tant que professionnel de santé, la Haute Autorité de Santé a proposé des outils à partir de 2019 là, pour les violences conjugales.
repérer, évaluer et ensuite agir. Et puis, le vade-mecum du Conseil de l'ordre. Et pour finir, je pense, eh ben, voilà, la boucle est bouclée. Bravo, bravo Mathieu. Franchement, j'ai tout compris, je t'assure. Alors, pour synthétiser, tu dis que féminicide, il faut de toute façon, c'est de trop, c'est tout le temps de trop. Les statistiques nous le prouvent. Tu ne dis pas est-ce qu'il va y avoir, tu dis quand est-ce qu'il va y avoir, parce que quand on est emporté dans la spirale, tu nous dis de toute façon, on avance vers un féminicide. On repère d'un côté, tu dis toujours que c'est la pathologie du lien et tu expliques très bien le tiraillement dans la spirale et dans le cercle du passage à l'acte. D'un côté des victimes, tu mets en exergue les polytraumas chez cette victime, la dévalorisation, la sous-estime du soi, etc. Et donc, un climat dans lequel elle a été élevée et ce langage de violence qu'elle parle. Et de l'autre côté, aussi des auteurs caractérisés par prise de toxiques, notamment de l'alcool, une jouissance de la domination et surtout une répétition d'un cycle qui imbrique la relation entre l'un et l'autre et ce cycle qui s'emballe. Et nous, psychiatres, nous sommes et travailleurs, psychologues et travailleurs sociaux, on regarde ce cycle et il faut qu'on agisse et dans cette prévention que tu as détaillée d'une manière formidable. Alors, j'ai une question à te poser, c'est la question de la thérapie de couple. Donc, est-ce que tu penses, est-ce que tu y crois vraiment que la thérapie de couple peut aider dans ce cycle infernal du dominant-dominé, violenté et auteur de violence? Alors, de trois petits repères. Le premier repère, c'est qu'il faut d'abord une judiciarisation des violences. Nous, on accueille beaucoup de violences sexuelles, de violences très compliquées, et on intervient sereinement et tranquillement pour le soin uniquement à partir du moment où le périmètre est sécurisé, c'est-à-dire qu'il y a un dépôt de plainte et qu'il y a quelque chose qui est en jeu du côté de la justice et qui est en cours. Première remarque. Deuxième remarque, c'est Roland Coutenceau qui insistait sur la polarisation du côté de l'agresseur entre un pôle très immature et un pôle très narcissique, un peu autocentré, mégalo. Et donc, du coup, il faut de la maturité pour pouvoir s'engager et pas trop d'égocentrisme. Et en règle générale, les auteurs là sont très égocentrés et immatures. Donc, ça veut dire que je déconseille, pour être simple, les thérapies de couple dans le cas des violences conjugales. Ce n'est pas l'objet, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le sujet. Par contre, nous travaillons et depuis 30 ans avec des groupes de parole d'auteurs de violences conjugales. C'est très, très intéressant, c'est très instructif. Et par contre, nous, dans un deuxième temps, on propose parfois des thérapies familiales brèves, systémiques, pour redistribuer les cartes. Mais même si ce n'est pas l'objectif, je vous avoue que le plus souvent dans ce processus, ça aboutit à la séparation. La séparation ne peut pas être l'objectif des professionnels. L'objectif des professionnels, c'est la protection, l'individuation, que chacun puisse s'engager selon ses propres référentiels, son choix, son libre arbitre et son consentement dans la relation. Vous voyez. Mais nous, on accompagne, on soigne, et à la faveur des soins, 9,9 fois sur 10, les gens disent bon, en fait, non, j'ai fait n'importe quoi. Et des deux côtés, le plus souvent, mais ce n'est pas la relation que j'aimerais, ce n'est pas la relation que je souhaite, et on est en train de se faire du mal, il faut qu'on s'arrête. Donc, en résumé, thérapie de couple déconseillée, voire interdite, surtout dans les premières étapes. D'abord, on sécurise, on individualise, et ensuite, on discute et on tricote. Plutôt des groupes de parole en fonction du profil de l'auteur, et pour la victime aussi, c'est intéressant. La justice restaurative, à ce titre, est intéressante aussi. On a mis en place, nous, des groupes condamnés victimes autour des violences intimes, intrafamiliales. Il y avait aussi des violences conjugales. Ça a été très intéressant à partir du moment où c'est très encadré. Et puis après, dans certaines circonstances, des thérapies familiales. Alors, on a plus qu'une minute. J'ai envie de te poser une question sur les facteurs de bon pronostic. Tu nous as cité les facteurs de mauvais pronostic, le narcissisme, la domination, l'alcool, la présence d'armes à feu, la victime qui se répète, la lune de miel qui se répète, le cycle qui s'accélère, les facteurs de mauvais pronostic. Alors, qu'est-ce que tu retiens comme facteur de bon pronostic? Alors, principalement chez les victimes, mais oui, il y en a bien sûr, heureusement. Principalement chez les victimes, mais aussi chez les auteurs, c'est la question de l'autonomie psychique, de l'estime de soi et du réseau social, des interactions sociales. Plus la victime est isolée, plus c'est dangereux, plus elle a un tissu et un réseau social hors communauté qui valorise des violences conjugales et la soumission de la femme. Hein. Donc, des interactions en dehors de communauté, de pairs,
qui valorisent ce type de relation asymétrique. Donc, à partir du moment où le sujet est suffisamment solide en termes d'individuation, c'est-à-dire qu'il est individuel, seul et en capacité, j'allais dire, de vivre sur le plan psychique seul, qu'il s'engage de manière responsable avec tout son libre arbitre, sans contrainte morale, c'est la privation du libre arbitre, dans la relation, c'est bon. C'est-à-dire que ça va tenir et ils sont en capacité soit de se protéger, soit parce qu'il a un réseau social suffisamment solide de tirer le réseau social pour venir protéger la victime et faire pare-feu, voire mettre un petit peu à distance l'agent pathogène, c'est-à-dire l'auteur, comme ça, prédateur qui viendrait tout manger. Donc, plus les sujets sont autonomes sur le plan psychique, plus ils vont s'engager dans la relation de manière, j'allais dire, positive, en apportant toute la richesse, en fait, de ce qu'ils sont. Et plus les gens sont riches individuellement, plus ils vont pouvoir mettre en commun et s'enrichir mutuellement. J'ai plusieurs comme ça collègues et des auteurs célèbres qui rappellent que, enfin moi je suis en couple, hein, moi aussi je suis en couple et toi tu l'es Nidal. Donc tous les deux, on a choisi de régler à deux des problèmes qu'on n'avait pas tout seul. Mais c'est aussi, j'allais dire, un enrichissement mutuel et c'est ce qui nous permet d'avancer. Ben, écoute, sur cette déclaration qu'on est en couple, chacun de notre côté. Alors, tu as cassé toute ma volonté de trouver un nouveau mec au cas où, mais bon, voilà. En tout cas, Mathieu, tu étais formidable, comme d'habitude, très clair, très pédagogue. Je te félicite pour cette clarté sur un sujet aussi compliqué. Et on va se donner rendez-vous, encore des rendez-vous. Et le prochain rendez-vous pour la SOPSI, c'est la section sommeil présidée par Pierre-Alexis Geoffroy et Carmen Schroeder, qui vont faire un webinaire sur le sommeil en septembre. Et donc, voilà. Et nous, on fera notre prochain webinaire sur le familicide en octobre. Vous pouvez revisionner tout ça une deuxième fois sur le site de la FPBN. Mathieu, ciao, ciao, retourne en détention. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, bon été à tout le monde. Bon été aux collègues qui étaient nombreux à se connecter. Bravo à vous et merci de nous suivre toujours et sûrement. Et à bientôt. Salut Mathieu, au revoir.